Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. Le fil rouge de cette série est de parler avec mon pote Sébastien Sayoun de nos entraînements, de notre actualité en tant qu'athlète amateur au cours de la saison, mais aussi de l'actualité du triathlon de manière générale avec les grosses courses qui auront lieu et de commenter un petit peu tout ça en vous partageant notre avis d'amateur éclairé. Dans la seconde partie du podcast, on répond aussi à toutes les questions que vous nous avez posées en réponse à nos stories sur Instagram que l'on poste avant chaque épisode en rapport avec le triathlon, que ce soit niveau entraînement, course, nutrition, hydratation, matos, enfin bref, en gros tout ce qui vous intéresse en rapport avec ce sport. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Bon Seb, salut. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien depuis la dernière fois. Pour l'instant, on a l'air de se tenir à un podcast par mois, comme on avait dit. On respecte le programme. Au top. On respecte ça. Bon, écoute, depuis la dernière fois, il y a eu pas mal de choses, que ce soit un petit peu l'actualité de triathlon, un petit peu les questions qu'on a reçues aussi, auxquelles on va venir par la suite, et aussi en termes d'entraînement pour nous. Toi, de ton côté, comment est-ce que ça se passe? Tout va bien? Ouais, ça se passe bien. Pas mal de tests ces derniers temps. On a refait une base de tests pour remettre les intensités à jour. Et ils étaient plutôt concluants. Donc, assez content. Ça vient de se passer. C'était mercredi, jeudi, vendredi. Donc, on repart sur de nouvelles bases avec l'esprit plein d'espoir. C'est une bonne chose. Bon, bah c'est top. Je pense que pendant la saison, on va avoir de beaux résultats, du coup. Hâte de voir ça. Yes. Et de ton côté? Bah écoute, moi pas de test, je suis en pleine prépa pour le 73 au Texas dans 2 semaines, donc les séances se rallongent, il y a de l'intensité, on arrive à une vingtaine d'heures en gros dans la semaine, ça commence à être bien, ça commence à reprendre forme, le corps commence à reprendre la forme de la saison, mais non, franchement tout va bien, et aussi en réalité je fais vachement attention à tout ce qui est repos, la nutrition, le sommeil, la récup. Je me suis remis tout ce qui est bain froid et douche froide et tout ce qui peut accélérer. Et honnêtement, c'est vraiment un truc qui est assez surprenant par rapport aux résultats que ça peut avoir en termes d'accélération de la récup. Donc franchement, tout va bien. Tout va bien. Et au niveau des intensités, des vitesses et watts, tu es dans les zones que tu aimerais pour cette première compétition sur un début d'année où c'est quand même tôt dans la saison. Bon, avec tous ces paramètres-là. En natte, ça va. En vrai, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé un cap. Et là où l'année dernière, j'étais pour le même effort à peu près à alors en piscine, hein, pas en course, mais où j'étais à, on va dire, 1,30, 1,32. Maintenant, je suis à 1,24, 1,25 avec le même effort. Ah, c'est joli. En poussant vraiment, j'arrive à descendre, me rapprocher d'une 20, voire passer en dessous. Alors, il faut que ça se transforme en une perf en course, mais clairement, là, à ce niveau-là, je suis super content. Vélo, c'est là où ça me coûte le plus parce qu'il faut que après le break que j'avais fait, que les choses se remettent en place et il faut retravailler la durabilité surtout parce que la puissance, j'arrive à la mettre, mais après il faut que j'arrive à la maintenir. Donc ça, c'est vraiment le secret, c'est ce que je suis en train de travailler. Et en course à pied, en vrai, super content. Il y a eu aussi des gros progrès pendant l'hiver et avec des beaux paces. Donc j'espère que ça va se voir dans les 2 premières courses de l'année avec des bons temps dans les 3 sports. On va voir ça. Il n'y a pas de raison. C'est ça. Et on parlait la dernière fois justement de notre programme. Tu as vu que le T100 finalement de Ibiza, il va se faire à Valence. À côté de la maison? C'est ça, à côté de la maison. Donc du coup, par rapport à ce que je disais la dernière fois, qu'on ne me verrait pas sur un T100 cette année, je pense qu'on va me voir sur celui-là. Pour toi, je crois que ça va être un peu la même chose aussi. Exact. Moi, je fais Tessan, Fréjus et Valence début d'été, fin d'été. Génial. Je crois qu'ils ont prévu, la course pro, elle est le 20 septembre, si je ne me trompe pas. Exact. Je ne sais pas si celle pour les groupes d'âge, ils la font le même jour, ou ils la font avant, après. Généralement, il y a hommes un jour, femmes l'autre jour, et après les groupes d'âge.
Ok, bon, bah, il faudra que tu passes à la maison avant, histoire qu'on prépare ça, qu'on refasse une On va reco du finir la parcours. semaine ensemble. On fera la semaine d'affûtage ensemble là-bas, sur On place. fera ça, on fera Hein? ça. Génial. Parfait. Et sinon, tu as regardé un petit peu ce qui s'était passé sur les premières courses de l'année? Bon, ouais, bah, il y a eu la Nouvelle-Zélande où ça a démarré sur les chapeaux de roue. Il y a eu. Alors, c'est assez dingue parce que au niveau course à pied, en fait, moi, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment étonné. Je crois que sur le top 15 ou 18 des pros, bah, il y en a 9 qui étaient en dessous en dessous de 2,45. Entre 2,45 et 2,40. Ça va très vite. Ouais, non, non, c'est clair. Ça va très très vite et donc ouais je crois le premier bon ça faisait un total de 7h45 donc bon très très vite mais voilà les temps en course à pied ça se confirme les gens vont de plus en plus vite voilà c'est dingue il y a Ouais, pas ouais. longtemps où c'était les premiers ils faisaient bon il y avait au moins allez peut-être un top 1 ou un top 3 qui faisait en dessous de 2,45. Maintenant il y en a 9 sur une course. Ouais. Non, c'est clair, surtout que c'est un parcours, bah, je pense, enfin, de mémoire, c'est le même que les championnats du monde de Taupo, mais je crois que tu fais en fait le double. Le parcours vélo, il est peut-être un petit peu différent. Je crois que la course à pied, ça doit être au même endroit, donc je vois un petit peu comment c'est pas plat du tout, c'est assez ondulé. Et c'est clair que bah, maintenant, pour gagner un Ironman chez les pros, il faut se rapprocher des 7,30, 7,40. C'est un truc C'est de énorme. fou. C'est énorme. Ouais, et il y avait Skipper qui a fait une Ouais, remontée qui a de fait malade second. à vélo. Ouais, second, c'était pas mal. Après une sale année l'année dernière. Donc là, c'est plutôt. Ouais, ce serait top qu'il revienne parce que c'est un sacré bonhomme. Le gars, il a eu une année vide. C'est dingue. Il a eu un problème de santé et une année où il performait parce qu'il performait en entraînement. Hein. Moi, je le suis sur Strava. Il performait en entraînement, mais il y a rien qui déroulait en compétition. Ouais, ouais, non, non, clairement, clairement. Et après, bon, il y avait tout un tas de personnes dont je ne connais pas le nom, qui sont des athlètes en fait australiens, néo-zélandais. Je crois il y avait deux Français, il y avait Guillou et il y avait bah, Louis Richard aussi. Je crois qu'ils ont fait 8e, 9e ou 9e, 10e. 8e et Huitième et 9e, donc neuvième. belle Donc, perf. très, Assez très loin belle quand perf. même, mais c'était quand même solide vu le niveau et vu le parcours. Mais ouais, c'est vrai, ça commence bien. C'est dommage qu'il n'était pas retransmis, mais Ouais. C'est bon, vrai que ça, bon, maintenant ils ont mis que les séries qui vont être retransmises. ouais, ouais, ouais. Mais bah, je crois que ce week-end, c'est ce soir au Oceanside. Ouais, non, ce soir c'est Geelong, donc Ah Victoria oui, exact. en Australie, et Oceanside, bah, en fait, je crois que c'est la veille du 73 Texas. Dans 2 semaines aussi. Ok. Et là, je crois à Geelong, il y a pas énormément de monde. C'est pareil, il y a beaucoup d'Australiens, beaucoup de Néo-Zélandais. Je crois qu'il y a, chez les hommes, il doit y avoir Yeli Gins, qui avait donc gagné les championnats du monde 73 à Taupo. Je crois qu'il y a Cameron Wolf aussi qui doit faire cette course-là. Il y a Sam Osborne. Il y a beaucoup d'Australiens, beaucoup de Néo-Zélandais. Ben Hamilton aussi, je crois. Braden Curry, Aaron Royle. Donc, bah, les mecs qu'on voit généralement sur les courses là-bas. Et chez les femmes, par contre, honnêtement, je connais pas grand monde là-bas. C'est essentiellement des femmes voilà, locales, néo-zélandaises, australiennes. En vrai, je saurais pas les nommer. La première grosse course, ça va être Oceanside, comme chaque année, où là, pour le coup, la start list chez les hommes et chez les femmes, c'est la folie. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler la On prochaine aura fois, l'occasion d'en après la reparler. course. Et on parlera de ta course aussi. Et on parlait de mes courses, normalement. Mais ouais, non, en fait, il y en a plein qui font Oceanside, et après, 3 semaines plus tard, bah, ils font l'Ironman Texas. Et bon, c'est le combo, généralement, que tu vois en début d'année, qui est assez cool, en vrai. Hein. C'est un Ouais. bon petit enchaînement. Un bon petit enchaînement. On va voir ceux qui sont vraiment en forme. Il y a les Norvégiens qui ont fait une sacrée grosse annonce sur YouTube avec leur programme où ils font, en tout cas pour Gustave, j'ai pas noté si Christian faisait les deux aussi. Ça m'étonnerait qu'ils vont se concurrencer sur chaque course les deux, mais qui faisaient Oceanside et Full Texas. Bah, sur ça, il y a un truc qui m'a vachement étonné, et d'ailleurs, je comprends pas du tout, c'est qu'en fait, ils ont exactement le même programme de mémoire. Ils ont choisi de faire les 5 mêmes courses sur l'année. Ah ouais. Et d'ailleurs, je J'avais crois pas que noté, j'ai cru qu'il y avait une ou deux différences, mais c'est vrai que, et avec Casper Stone aussi, hein.
C'est ça. Et en fait, du coup, enfin, dans l'idée de gagner des points, tu vois, pour la série, c'est un peu chelou parce que ils vont pas tous arriver premiers là-dedans, tu vois. Donc, Ils vont pas tous arriver. Bon, je pense que on est un peu dans une histoire d'ego où on veut remettre la suprématie norvégienne qui a pris un sacré coup l'année dernière aux avant-postes. Et du coup, c'est voilà, on arrive en force, on est déterminé, on dit qu'on est les meilleurs et on veut le montrer. Je pense que c'est un peu ça. Entre eux, bon, voilà, on sait que Christian c'est un monstre. Et il n'est pas peut-être le plus régulier, mais ça reste un monstre. Casper Stone est très très fort aussi. Il vient du cours, il est très en forme. Eden, dans les bons jours, il est quasiment inarrêtable, mais il est en dents de scie depuis un moment. Mais là, il dit bon, qu'il est revenu au top. Bon, c'est clair. Imagine, ils font en première course, premier les trois. Ça ça serait va un donner le ton. sacré chamboulement dans le monde du triathlon. Après avoir reçu beaucoup de critiques, quand même Ouais. l'année dernière, parce que ils y vont. On est les meilleurs et c'est vrai qu'on a parlé de la méthode norvégienne pendant quasiment 2 ans maintenant. Et plus on en a parlé, moins il faisait de résultats. Donc ça doit être Clairement. difficile aussi, hein, mentalement. Ouais, non, 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 absolument. Bah, l'année dernière, Christian, il a eu des bons résultats, quelques bons résultats, mais Quelques. ça, pas au moment où il fallait en avoir. Et Eden, bon, il était blessé, Hmm. c'était clairement pas son année, donc on va voir cette année sans leur coach qui les suivait partout avant, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et, euh, après, je pense qu'il y a aussi le côté, ils aiment bien juste faire les déplacements ensemble, faire les courses ensemble, au-delà du fait de juste calculer par rapport aux résultats et autres. Je pense qu'il y a cette composante-là aussi qui en a un sens. Bah, ça rappelle aussi peut-être la période où il pétait tout en Ouais. 2021, 2022. Peut-être que c'est une manière de remettre ça pour 2025. Mais bon, Ouais, je pense. En tout cas, ça va être beau à voir. ouais, clairement, clairement. T'as vu un petit peu ce qui s'est passé sur la réglementation Ironman? Ouais. Il y avait eu déjà les changements par rapport aux pénalités, où en fait on était passé, je crois, pour les pénalités pour drafting de 5 minutes à 3 minutes sur Ironman et de 5 minutes à 2 minutes sur 73, ce qui est pas mal parce qu'en un sens, bah, c'est pas mal et en même temps c'est pas forcément nécessaire parce qu'en vrai, bon, si tu draftes, clairement, il faut que tu sois sanctionné. 5 minutes sur 73, c'est dur. Sur Ironman, ça peut encore aller, mais après, si t'es un mec qui fait ça de manière chronique et que tu fais exprès, bon, je veux dire, c'est le plus t'es sanctionné pour moi, le mieux c'est. Après, t'es jamais à l'abri de te prendre non plus un carton alors que tu voulais pas drafter. Tu te retrouves dans un groupe où voilà, tu vois, tu fais pas attention et ça peut aussi t'arriver. Et dans ce cas-là, bah, clairement, une sanction un petit peu plus légère que 5 minutes, ça peut être pas mal. Mais Ouais. Mais bon, alors j'ai peur qu'avec cette nouvelle réglementation, on balance du carton beaucoup plus. Ça peut être aussi un des mauvais effets, c'est que 2 minutes, c'est pas grand-chose, et que du coup, les arbitres ne fassent vraiment moins attention et se lâchent. Ce serait dommage. ouais, ouais, Après, comme tu dis, pour le gars qui cherche à drafter, et on en connaît, en tout cas on n'en connaît pas personnellement, mais on en voit sur toutes les courses où les mecs, ils ont pas forcément un niveau et ils se mettent dans le cul des gens pour se faire amener. Bon, bah cela, ça changera, ça ne sera que mieux pour eux. Parce qu'une pénalité, c'est 2 minutes, mais quand tu as vraiment envie de faire ta course, tu cherches pas à drafter. non, c'est Donc, clair. Mais ouais, non, non, totalement. Mais c'est clair que si ton truc, effectivement, enfin, je veux dire, on a tous les deux vu des courses où en vrai c'était la honte, quoi. Les mecs, ils y vont et ils ont pas de pitié, quoi. Tu prends 2 minutes de pénalité, je pense que tu gagnes vachement plus si tu es derrière un mec ou un groupe et que tu te carrément. fais les trois quarts de la course comme ça. À la fois sur la partie vélo, mais surtout aussi sur la partie course à pied, parce que tu arrives, tu es vachement plus frais et tu cours pas de la même manière. Donc, Non, non, c'est une course qui est complètement différente. clairement. Quand tu vois les graphiques je sais pas si tu as déjà vu ces graphiques sur Internet, ils te montrent dans un peloton. La Ouais. première personne, elle a 290 watts. Je crois 5 ou 6 personnes derrière.
pour la même vitesse, ils poussent 190 watts ou Ouais, 180 watts. t'es en endurance, quoi. La déperdition, elle est énorme. Ouais, ça n'a pas de sens. Il y en a un, il est en zone 5, et bon, en rigolant, un zone 5, l'autre, il est en zone 1. Ouais, non, c'est clair. C'est pas la même course. Non, clairement, clairement. Bah, je te dirais après le Texas, parce que l'Ironman Texas, typiquement sur la partie sur l'autoroute, il y a des énormes groupes. Les 2 fois où je l'ai fait, je suis sûr que tu l'avais vu pareil. Ouais, En pareil. vrai, c'est la honte. T'es là, tu regardes, t'as un énorme groupe qui te double, tu comprends pas. T'as 15 mecs, 20 mecs là-dedans. Et sur le 73 à Galveston, c'est un peu le même genre. C'est pas sur une autoroute, mais c'est une route pareille. C'est un aller-retour, en fait, c'est tout droit. Donc, on va voir. Et peut-être qu'effectivement, ça va inciter les arbitres voilà, à en donner davantage. Si c'est bien ciblé, tant mieux. Après, si c'est donné un petit peu plus facilement et que du coup, toi, t'es là au mauvais endroit, au mauvais moment, bon, ça peut ne pas être très cool, mais bon, Bon, il y on va avait voir. une nouvelle aussi au début d'année, je crois que c'était en Nouvelle-Zélande aussi, où ils ont mis le sensor comme les pros, c'est le Ranger, je Ah oui, crois. le Race Ranger, ouais. Ce serait donc je sais pas, ils ont fait un test. J'ai pas vu de retour sur Internet. Moi non Est-ce qu'ils plus. vont renouveler l'expérience ou non? Ce serait pas mal. Maintenant, parce que clairement, moi, il y a des courses que je ferai plus. La Turquie, Ah j'ai oui. raté la Turquie, j'ai raté un podium la dernière fois que je l'ai fait. Il y a 2 courses comme ça où j'ai raté des podiums à cause de ça. Ça fait chier. Ah non, c'est clair. Vraiment, quand tu vois des mecs, tu vois des groupes de personnes, alors que tu fais ton vélo, tu pousses, t'es dans ton truc, et que les mecs, ils sont assis à 45 km/h en train de pédaler dans un groupe assis. Voilà, c'est malheureux, mais il y a des courses qui sont connues pour ça. Barcelone aussi, hein. C'est connu chaque année. Il y a des courses où des gens vont là-bas parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se cacher un peu. Ouais, ouais, clairement, clairement. Turquie, j'avais eu la même expérience. Kazakhstan, pareil, c'était la honte. C'était la même expérience. Et Barcelone, je l'ai pas fait, mais effectivement, ça m'étonne pas. Et, Ouais, ça se voit à chaque fois. Il y a des vidéos. L'Italie aussi. L'Italie aussi. Il y a des vidéos de dingue qui sortent à chaque fois. après, en vrai, tu regardes chez le Texas, c'était la même chose. Des fois, tu vois des vidéos à Kona ou des photos, c'est la même chose aussi sur la Green K. Ouais, Bon, ouais. Bon, après, il peut pas avoir aussi autant de motos. 180 km, c'est long. Il y a forcément des groupes. Bon, après, ceux qui le font, ils jouent avec le feu. Faut, on fait pas ça pour ça. On fait pas ce genre de course pour ça. Donc, après, chacun sa vision des choses. Et sur les nouvelles règles, tu avais vu aussi, il y avait eu quelques changements alors que Ironman avait mis en place par rapport aux bouteilles. Donc là, c'était plus en termes de volume et de nombre de bouteilles. Je crois qu'il y avait Ditlev, qu'il y en avait 3 à Kona derrière. Le truc, ça faisait comme 4. 4. Le truc, ça faisait comme 4. un réacteur. C'était n'importe quoi. Et je crois qu'en gros, tu peux pas avoir plus de 2 litres et les bouteilles ne peuvent pas faire plus d'1 litre Exact. individuellement. Un truc de genre. Bon, en vrai, ça change pas grand-chose parce que généralement, les bouteilles, ça sera 750 et la majeure partie des gens, ils en prennent 2 au maximum. Je pense que c'est vraiment pour des cas un peu chelous comme ça. Mais Ouais, et tu te rappelles, il y avait le montage incroyable qu'avait fait Skipper, où il en avait, c'était les gourdes aéro, il avait 4 gourdes aéro, oui, il avait 2 là et 2 qui lui venaient à côté de la visière aussi. Et il y a à Kona, c'est Gustav Iden, qui avait deux 750 Morten, plus celle du milieu. Bon, clairement. Alors bon, je suis allé lire un peu quand même les avis des uns et des autres. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses qui ont été dites. Je pense il y a un peu de vrai partout. Il y a une histoire de sécurité. C'est vrai que quand on est sur le vélo en position aéro, on a quand même des bouteilles entre nous, entre la tête et le poste. Il suffit de tomber. Bon, eh ben, on écrase tout ça avec le torse. Je pense qu'en termes de sécurité, Ironman fait attention à tout ça et on sait quel est le système américain avec la sécurité. Ils sont un peu draconiens avec ça. Après, je pense que l'histoire 1 litre, 2 litres, je pense que c'est surtout une histoire de bloquer l'air aéro et que en fait il y ait une guerre correcte entre les uns et les autres parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir se faire des montages de ouf. C'est la même chose quand ils avaient enlevé la gourde aéro dans le torse. On avait dit que c'était aussi une histoire de sécurité, mais c'est un gain aéro de dingue. Avec une gourde ça va. C'est vrai que si tu montes 2, 3 gourdes ou que tu mets 2 gourdes avec une gourde genre un triangle comme ça, bon, mais c'est vrai tu bloques tout l'air. Tu peux limite être assis. Donc, tu as un gain aéro
énorme. Et après, bon, où ça va s'arrêter? Ouais. Non, c'est pas faux. Après, là, pour l'instant, en vrai, sur la majeure partie des courses, sauf en Allemagne, ça, on peut en parler 2 mots, où là, il y a des règles spécifiques. Effectivement, je pense que c'est pas trop gênant. Mais en Allemagne, pour le coup, ils ont quand même des règles qui vont au-delà de ça. Et je pensais justement à Roth, que je vais faire au mois de juillet, où il va falloir que je change mon setup, parce que j'ai changé 2-3 petits trucs. Et j'ai maintenant deux J'ai vu la double bouteilles, gourde. ouais, dont une qui Très, ressort très pas sympa. mal. Comme toi t'avais. Ouais. Et du coup, ça, c'est interdit maintenant. Donc, tu peux pas avoir une gourde qui dépasse, en fait, du guidon, au-delà de l'axe qui tourne. Il faut pas qu'elle soit trop au-dessus de tes bras. Donc, elle peut être coincée dans les bras devant, mais il faut pas qu'elle soit trop au-dessus. Elle peut pas monter du cadre non plus. Ça, c'est pour la partie de devant. Et pour la Elle peut pas partie... descendre en dessous. Elle Ouais, peut pas c'est ça. reculer. C'est En ça. fait, elle peut pas être désaxée. Donc, elle est Ouais. vraiment dans la continuité ouais, de la potence. C'est ça. Et pour derrière, et je pense que ça, c'est pour les supports, hein, tu sais, que tu vois sur les vélos des pros, des Canyon, tu sais, les trucs un peu en triangle, là, comme ça, qui font une sorte de une petite aile, comme tu avais aussi. Euh, Là, pour le coup, je crois que le support ne peut pas être plus haut que, je sais plus si c'est le bidon ou un truc du genre. Enfin, c'est assez... C'était assez compliqué, ouais. Je pense que tu ne pouvais pas dépasser la selle avec ça. Donc, il fallait que ça aille dans l'axe avec l'arrière de la selle. Bon, là aussi, tu peux jouer avec des millimètres. Comment ils vont réussir à contrôler? Roth, pour l'avoir fait, il y a 3600 ou quasiment 4000 vélos. ouais, Ils vont réussir à contrôler. Alors, aussi bien l'axe aéro à l'avant, oui. ça se Mais voit. voilà, à l'arrière, le quelques millimètres et tout, comment ils vont pouvoir vérifier tout ça? Ça va pas être facile, non, c'est clair. Et le dernier truc, c'était les barres qui peuvent pas dépasser. Bon, la position, elle doit être quand même ultra agressive, parce que même les miennes, je crois qu'elles dépassent pas, mais tu peux pas dépasser l'avant de ta roue avant, en fait, Ouais. le bout. Ce qui, ça, C'était, paraît normal. ça me fait penser à la vidéo, à la photo qu'il avait mis Gustav Iden à Hawaï où il était hyper Ouais, allongé comme ça, où c'était juste avant Hawaï en préparation. Qui peut rouler comme ça? ouais, c'est pas possible. Et là, bon, là, est-ce que aussi on joue pas sur la maniabilité du vélo parce que tu désaxes complètement comment le vélo a été créé et du coup comment il doit tourner et tout ça. Est-ce que ça a pas un danger avec le poids que tu vas rajouter? Je sais pas. Bon, en tout cas, ça, c'est des trucs à savoir pour 2025, et surtout si on va en Allemagne. Pour ceux qui iront en Allemagne, c'est un petit point d'attention, quoi. En tout cas, ceux qui font des montages un peu spécifiques et hors normes, Ouais, renseignez-vous. c'est Mais ça. voilà, c'est vraiment, il faut sortir du commun, hein. Vraiment, il faut sortir du cadre. Clairement, clairement. On passerait aux questions qu'on a reçues pour cette semaine. Allez, Bon, bah déjà, merci à tous pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Comme d'habitude, on a fait un petit tri pour pas que le podcast il dure trop longtemps parmi toutes les questions qu'on a reçues. Si jamais on n'a pas répondu à votre question, bah déjà, il va falloir nous en excuser. Et surtout, la prochaine fois, il ne faudra pas hésiter à soit la reposer, soit en poser d'autres. Allez, première question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait commencer le triathlon? Est-ce que tu veux y aller ou... j'y vais. Allez, vas-y. Sans rentrer dans les conseils techniques, tout ça, je dirais que la première chose qui me vient en tête, c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir, et je spécifie prendre du plaisir en oubliant les réseaux sociaux, en oubliant Strava, en oubliant ce que font les autres. Ça veut dire, n'essayez pas de courir avec le groupe qui court déjà depuis 2 ans ou 3 ans aux mêmes vitesses qu'eux pour dire je suis dans le groupe. La même chose à vélo. Faites-vous juste plaisir, appréciez le sport parce que en voulant aller dans la technicité, en voulant aller tout de suite dans, dans, dans le hard, si je peux dire ça comme ça, on va s'essouffler très vite. Il faut prendre du plaisir, prendre à aimer pour pouvoir aller plus en profondeur parce que oui, forcément, quand on va vouloir aller plus loin, ça va faire mal entre guillemets. On va devoir surpasser, se dépasser. On va devoir aller puiser dans les réserves, puiser dans la tête pour pouvoir y arriver. Mais si on n'a pas de plaisir avant, si on n'est pas mordu, on va tout de suite lâcher. Sachant que le triathlon, c'est quand même un sport, c'est quand même 3 sports. Ça a un certain coût. Prenez du plaisir d'abord
Et après, vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin. Moi, je rajouterais à ça qu'effectivement, par rapport aux réseaux sociaux, pour commencer, bah, tu pas besoin d'avoir un matériel de fou. Ça peut se faire de manière très très simple. Pour la natation, tu as finalement besoin d'assez peu de choses pour pouvoir nager. Le vélo, bah, un vélo d'occasion, un route d'occasion, ça ne doit pas être super cher. Ça permet déjà de s'y mettre. Et pour courir, bah, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir les dernières chaussures de ouf. Voilà, tu peux avoir des trucs tout à fait confortables qui te permettent de faire pas mal de kilomètres sans souffrir. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'y aller à fond à ce niveau-là. Et surtout, bah, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est d'y aller progressivement sans nécessairement regarder ce que les gens postent, ce que tu peux voir sur les réseaux, ce qui peut donner une vision un petit peu tronquée, ou en tout cas totalement fausse de ce qu'est l'entraînement, de ce qu'est la performance. Parce que quand on a commencé, bah, on était tous nazes au final. On nageait lentement, on pédalait pas fort, on courait lentement. Et c'est à force que bah, voilà, tu commences à capter quelque chose en natation, un petit peu de technique, tu t'essouffles un petit peu moins quand tu nages. En vélo, bah, tu arrives à rouler un petit peu plus longtemps sans souffrir, tu arrives à pousser un petit peu plus fort. Course à pied, c'est la même chose. Et au fur et à mesure, bah, les choses commencent à progresser dans un sport, puis dans l'autre, et encore dans l'autre, et ainsi de suite. Et c'est vraiment un travail qui se fait sur la longueur. Et donc, le dernier conseil pour moi, ça serait vraiment d'être résilient, de ne pas baisser les bras. Après une prépa de 6 mois où on n'a pas performé à hauteur de ce qu'on souhaitait faire, parce qu'en réalité, c'est pas un sport dans lequel on va devenir performant en 6 mois, ni en 1 an, ni peut-être même en 2 ans. C'est vraiment quelque chose qui va se faire sur la durée. Donc voilà, ça serait probablement les conseils que moi je pourrais donner à quelqu'un qui Je souhaite. rajouterai une petite chose par rapport à ce que tu as dit. C'est pas un sport où tu vas être très fort, comme tu dis, et je spécifie très fort dans les 6 mois, un an et demi, 2 ans. Mais par contre, il y a plein de victoires là au milieu. Il y a plein de caps qu'on passe. Surtout au début, on passe des caps très très rapidement. Donc, apprenez à, à vous réjouir des petites victoires. Et c'est vraiment très important. Comme tu as dit, on va peut-être pas avoir le résultat qu'on veut parce qu'on n'a pas mis la barre au bon endroit. Pas parce qu'on n'est pas assez fort, c'est que on va faire 3 sports d'un coup. Imaginez, vous ne faites rien, vous n'avez jamais couru, jamais fait de vélo, jamais de course à pied, le corps a besoin de s'adapter, les muscles ont besoin de s'adapter. Et sur 3 sports différents. Donc, il faut du temps. Prenez toutes les petites victoires. Et l'autre dernier conseil que je voudrais rajouter, il n'y a pas de questions bêtes. Bon, ce podcast est là pour ça, mais il y a plein d'autres podcasts. J'espère que vous trouverez des gens qui seront sympas, parce qu'il y a toujours dans le milieu du sport des gens qui ne veulent pas partager, mais posez des questions autour de vous. Les réseaux sociaux, ça c'est un des bons côtés des réseaux sociaux. Les gens sont accessibles, beaucoup de gens répondent. Posez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. Et on trouve beaucoup de réponses sur les réseaux. Donc, allez-y, cherchez, mais il n'y a pas de questions bêtes et il y a plein de petites victoires. Donc, prenez du plaisir avant de vraiment investir et d'aller plus loin. Bah, pas mal de super conseils là-dedans. Bah, question suivante, un peu plus axée matériel. Alors, pour les compétitions, est-ce que vous êtes plutôt sur des chambres à air ou des pneus tubeless? Alors, depuis fin d'année dernière, oui, tubeless pour moi. Bien que c'est une certaine complexité voilà, ça se fait pas tout seul. Il faut aller chez un vélociste. En tout cas pour ma part, je vais chez un vélociste parce il faut la bombe, il faut le liquide, il faut tout ça. Après, pourquoi tubeless pour les compétitions? Parce que c'est plus résistant, ça a un meilleur rendement et ça crève beaucoup moins. Mais voilà, pour moi, c'est sur mes routes compétition, j'ai du tubeless. Et après, j'ai du chambre à air parce que bon, là où j'habite au Maroc, on crève assez souvent. Les routes sont pas tout le temps les meilleures, bien que ça s'est vraiment amélioré depuis ces 2, 3 dernières années. Mais on crève souvent. Quand on a une tubeless, c'est plutôt compliqué. Une chambre à air, c'est facile. Après, par contre, c'est sûr que quand on est en compétition, on crève avec une tubeless,
c'est fini. Je dirais que ça dépend de la taille de la crevaison, quoi. Ça dépend de la taille de la crevaison, mais généralement une chambre à air, voilà, on l'a tous fait au début. On arrive à plutôt changer, on arrive à repartir plus ou moins vite. Il faut s'entraîner aussi, hein, il faut s'entraîner à savoir. Mais moi, voilà, moi je suis plutôt chambre à air au quotidien et tubeless pour la compétition. Ouais, moi j'ai des chambres à air sur mon ancien Spinmax parce que les pneus enfin les roues sont comme ça. Et effectivement, pour les entraînements, enfin l'année dernière, j'avais l'impression qu'à chaque sortie je crevais. Donc c'était plutôt cool de pouvoir changer ça facilement. Par contre, pour les compétitions, enfin sur l'autre vélo, le CFR, le bleu, là clairement c'est des tubeless. Et alors moi je fais tout seul sur ce vélo-là. Et donc ça en fait partie aussi. En vrai, c'est assez rapide une fois que tu as pris le truc. C'est assez difficile aussi, surtout les continentales, les 5000, ils sont assez durs à mettre dessus. Franchement, il faut lutter un peu, et surtout, il faut éviter que ça gicle partout quand tu mets le liquide. Mais par contre, ouais, je suis d'accord avec toi. En termes de rendement, je pense que en tout cas, de ce que j'ai pu en lire, c'est meilleur que les chambres à air. En termes de résistance, effectivement, aux crevaisons, il y a aussi du mieux. Et je pense que le gros côté négatif, c'est en termes d'entretien, parce que le liquide va commencer à sécher après un certain temps. Donc, il va falloir peut-être le changer. Il va falloir, quand tu vas le faire, nettoyer le pneu, parce qu'il y en a une partie qui sera sèche. Ça va pas être cool de remettre du liquide là-dedans. Donc, c'est vraiment le problème de l'entretien. Mais sinon, ouais, clairement, pour les compétitions, tubeless à fond, quoi. Allez, autre question sur le matériel. Comment fait-on pour choisir sa selle? En ce qui me concerne, moi j'ai commencé avec la selle qui venait avec mon ancien Speedmax parce que je n'y connaissais absolument rien et du coup je faisais avec ce qui était livré avec le vélo et je me suis rapidement rendu compte que c'était pas une bonne idée de faire comme ça parce que c'est quelque chose qui doit être vachement adapté finalement à la morphologie de chacun et ça va vraiment dépendre de comment est-ce que voilà, tu es fait tout simplement. Il y a des gens qui ont un bassin qui est plutôt large, d'autres qui est plutôt serré. Ça va dépendre vraiment de là où les os vont venir s'appuyer sur la selle. Et la meilleure manière de le faire, idéalement, c'est de faire dans le cadre d'une étude posturale. Tu vas avoir des selles justement qui vont mesurer la pression sous les fesses pour une fois que tu as cette mesure, pouvoir identifier justement la selle qui te convient le mieux. Si c'est une selle pour un vélo de triathlon, forcément, elle a une spécificité. Généralement, elle sera plus courte, elle sera peut-être fendue vers l'avant. Et ça sera vraiment différent par rapport à un vélo de route. Mais ça, c'est vraiment la manière la plus simple de le faire. Et après, pouvoir essayer effectivement et pouvoir faire des adaptations. L'autre manière, qui était plutôt celle que moi j'avais fait, c'était de commander 3-4 selles un petit peu différentes, de les essayer et de voir celle qui m'allait pas, et d'ajuster, de renvoyer celle qui fonctionnait pas. Ça fonctionne pas mal aussi. C'est un petit peu plus embêtant, mais c'est une méthode alternative qui est plutôt cool. Eh ben, en fait, c'est un peu comme toi. Moi, j'ai fait la deuxième option. Mais en étant au Maroc, chaque fois, le délai de 15 jours, généralement, il passait. Donc, il n'y a pas tout le monde qui voulait reprendre les selles après 15 jours. Donc, c'était un peu la problématique. Et je pense que c'est la meilleure option, c'est tu l'as donné, c'est d'aller faire une étude posturale où, généralement, dans les grands magasins ou les belles structures, ils ont plusieurs selles. Parce que la selle, c'est comme les chaussures, on va entendre tout et n'importe quoi. On prend toutes les selles de triathlon par rapport à la morphologie, par rapport à son ressenti, par rapport à plein de choses. Eh ben, il faut essayer. Et il faut passer du temps. Malheureusement, il n'y a pas de réponse commune, il n'y a pas une chaussure commune, il n'y a pas une selle commune. Il faut trouver sa selle. Une fois qu'on l'a trouvée, il faut pas se dire qu'une autre est meilleure. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. On a tendance à vouloir parce qu'on a vu le pro, parce on a vu une selle avec une accroche derrière pour justement le guidon qui paraît mieux et tout ça. C'est souvent des faux calculs. C'est souvent des déceptions. Mais bon, quand on a payé, parce qu'une belle selle, faut aussi, maintenant les belles selles, c'est 300-400 balles, hein, Ouais, c'est cher. ça commence à monter très vite. Voilà. La meilleure option, c'est aller dans un magasin qui a plein de selles, regarder comment vous pouvez faire des tests avec eux
et vous aurez déjà un bon aperçu de normalement ce que vous pourrez prendre. Juste un conseil aussi, et ça, je l'ai vu avec la selle que j'utilise maintenant. Donc, la marque, c'est Dash, qui propose des selles qui sont super fines et avec très peu d'amorti, en fait, enfin, très peu de mousse. Donc, c'est un peu contre-intuitif parce que tu as l'impression que du coup, ça va être vachement moins confortable, ça va être beaucoup plus dur. Mais par rapport à une selle qui est un petit peu plus rembourrée, en réalité, tu as moins de points de contact sur une selle qui est beaucoup plus rigide avec beaucoup moins de mousse. Et du coup, à la longue, ça va normalement moins gêner aussi. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer en essayant justement différentes selles. Euh, et effectivement, en fonction des marques, tu vas avoir des épaisseurs plus ou moins grosses. Mais dans mon cas, j'ai remarqué que plus la selle, elle était fine au niveau de cette mousse-là, et plus elle était rigide, moins je souffrais sur la longueur. Je ne sais pas si c'est un conseil ou pas, mais je ne sais pas si toi, tu avais remarqué la même chose. J'ai fait le même constat que toi parce que j'ai acheté une selle d'une société américaine qui est sur Boulder. J'ai oublié le nom. Il y a pas mal de pros qui l'ont essayé, bien sûr. Je l'ai acheté C'est parce les que WOV, j'ai vu. non? Oui, exact. C'est ça. Ouais. Exact. Et qui a cette accroche spécifique à l'arrière pour mettre la gourde qui est collée à la selle. Et c'est vrai que quand je l'avais vu et j'avais vu la tienne, bah, c'est des selles qui ont beaucoup moins de mousse. Et on se dit, bah, je vais me faire mal aux fesses avec ça. Et en fait, pas du tout. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouh là là, ça va pas le faire. Et en fait, non, pas du tout. Mais voilà, c'est spécifique à chacun. Moi, j'ai commandé leurs petits élastiques, mais j'ai pas commandé la selle, mais du coup, je vais peut-être l'essayer. On sait jamais. Si jamais. Ouais, oui, c'est vrai. Bah, essaye-la, elle est vraiment bien. Mais en plus, c'est la même base de sel un peu que tu as. Donc, le ressenti, à mon avis, il sera pas complètement différent. Question suivante. La course sur laquelle on a le plus souffert. Alors, moi, j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai mon premier triathlon. Mon premier triathlon, c'était à Majorque. C'était 2017. Il y a une vidéo qui est exceptionnelle, très émotive quand je la revois. J'ai fini tout le tapis rouge à quatre pattes. En fait, c'était mon premier Ironman. J'avais fait un olympique l'année d'avant et bon, pour tester en 2016. Et le 1er janvier, je m'entraîne. Donc la course, c'est mi-mai. Je fais mon entraînement, tout ça. Et j'arrive à la course et j'oublie carrément de boire et de manger. Et donc Majorque, on fait la natation et il y a cette fameuse côte, donc ce fameux col où on est déjà à 40 ou 40, ouais, à peu près à 40 km quand finit le col. Et en haut du col, j'ai commencé à avoir très soif. En fait, j'étais tellement concentré dans ma course avec essayer de comprendre tout ce qui se passait, tout ça, tout gérer. J'ai oublié quasiment de boire et de m'alimenter. Donc dans la descente, c'était quasiment impossible. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de rattraper sur les derniers 20 kilomètres ou 30 kilomètres de vélo. Et la course à pied, bizarrement, est passée. Et en fait, au 18e kilomètre, j'ai un coup de massue qui m'est tapé sur la tête. À l'arrière de la tête, j'ai vraiment pris un sacré coup sur le crâne. Et j'ai réussi à tenir. Et j'ai vu le tapis rouge. J'ai vu la ligne d'arrivée. Tu vois les vidéos de ceux qui courent les marathons et qui, bah, comme Brownlee, Ouais. et qui en fait commencent à partir, ils font des mouvements complètement désordonnés Ouais, et ouais, en ouais. fait en hypoglycémie totale. Et ben j'ai eu ça. C'était dingue. La tête entendait tout, mais le corps ne répondait plus. Et je suis tombé. Et j'ai essayé de me relever. Et en fait, dans la vidéo, tu as le speaker qui dit mon nom. Allez, Sébastien, tu vas m'essayer de me lever, courir. Et en fait, là, je retombe une fois, deux fois. Et je fais 100 mètres, 100 mètres à quatre pattes. Je me souviens de la vidéo que tu m'avais montrée, c'était impressionnant, hein. Donc, je pense qu'à celle-là. Et après, c'était l'horreur sur la course que tu vas faire au Texas, en pleine tempête avec le vent où j'ai eu des crampes. Voilà. Là aussi, c'était horrible. C'était ces deux courses-là, c'est vraiment les courses les plus où j'ai passé des mauvais moments. Ouais, ouais, je comprends. Bah, moi, le Texas, je pense que c'est le Texas en fait, parce qu'en réalité, si c'est une course qui est dure en tant que telle, ça fait partie du sport. C'est un sport d'endurance, c'est un sport où en fait, il va falloir tenir quand ça devient dur. Donc, c'est quelque chose auquel tu t'attends, la douleur.
qui est liée à l'effort. C'est une douleur à laquelle tu t'attends, sauf si tu as une blessure, effectivement. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment au Texas. Et au Texas l'année dernière, donc la seule course où j'ai fait un DNF, parce que je n'avais juste aucune force. Et en fait, sur le vélo, avec le recul, j'aurais dû juste arrêter au premier tour, donc après 90 km. Déjà, j'étais entamé, et les deuxièmes 90 km, en vrai, c'était un cauchemar. J'y arrivais plus, j'avais plus envie d'être là. Je comprenais pas ce qui se passait, et je me disais, bon, il y a encore, bah voilà, je sais pas, 2 heures et quelques avant de revenir justement à la zone de transition. C'était l'horreur, à la fois au niveau du corps, qui vraiment était fatigué. J'avais juste pas envie d'être là. J'avais mal au cul, j'avais mal au bras, j'avais mal partout. J'étais juste pas bien. Et dans la tête, où tu te dis, pourquoi je m'inflige ça? Donc ça, c'était vraiment la course où j'ai le plus souffert. C'est pas parce que je me suis donné le plus, c'est juste parce que le corps, il avait rien à donner, et que j'ai essayé de pousser un petit peu. Mais Et que mentalement, c'est dur parce que là surtout, tu étais dans le questionnement total, l'incompréhension. c'est ça. Comme tu dis, quand tu es blessé, tu sais que tu es blessé. Là, tu comprends pas. Ouais. Parce qu'il y a d'autres fois où j'ai eu une petite déshydratation sur le vélo, j'ai commencé à courir. J'ai su après 1 kilomètre que voilà, j'étais cuit, et qu'en fait, j'allais faire un marathon en marchant en 4 heures, quoi. Mais c'est pas la même chose que voilà, tu sais pas ce qui se passe. Et donc là, ouais, c'était vraiment de la souffrance. Donc c'est probablement celle-là. Mais le Texas, en tout cas, du coup, pour toi et pour moi, c'est sur la Ouais, liste. Bon, tu vas conjurer le sort cette fois-ci, hein. Écoute, c'est la 3e fois. De toute façon, si ça se passe pas bien, j'y retourne plus jamais. C'est clair. Bon, allez, question suivante. Est-ce que vous faites de la préparation mentale, et si oui, comment? Moi, j'allais dire, c'est assez simple, j'en fais pas. Donc, du coup, j'allais te passer le. Non, j'en fais pas, tout simplement parce que je pense que d'une part, j'ai pas le temps à ce stade, et je pense qu'on le disait la dernière fois, il y a tout un tas de leviers en réalité qu'on pourra actionner pour essayer de améliorer la performance. Je pense que la préparation mentale, ça peut potentiellement en faire partie, mais pour moi, c'est un levier qui vient assez bas par rapport à d'autres leviers que j'actionnerais avant de consacrer du temps et de l'énergie à celui-là. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose qui, à ce stade en tout cas, voilà, m'a particulièrement intéressé à mettre en place. Mais je sais pas si toi, tu as une expérience différente avec ça. Alors moi alors est-ce qu'on va appeler ça de la préparation mentale? Je mets en place de la visualisation, ça oui, à l'abord des courses complètement, mais pas que. Donc on va commencer par l'abord des courses. Une fois que j'arrive sur le site, après avoir fait les entraînements, généralement, je me mets en visualisation de quand on est sur le parcours vélo ou en course à pied. En fait, c'est de la projection. La projection le jour J, on se projette par rapport à là où on est, avec des bonnes sensations pour essayer de les transposer la même chose le jour J. Ça, je fais de la visualisation. De cette façon-là, aussi, généralement, les 2 jours avant la course, je me refais la course. Donc, c'est de la préparation mentale, mais de cette façon-là, visualisation, beaucoup. Et après aussi, pendant les gros blocs vraiment spécifiques où on essaie de reproduire des allures courses en enchaînement ou que en vélo en course à pied, généralement, j'essaie aussi à ces moments-là, dans les bonnes sensations, de me transposer à un moment donné de la course sur les 10-15 derniers kilomètres en course à pied, pareil en vélo, pour vraiment essayer envoyer des ondes positives et forcément, on se fait pas de la visualisation, on se dit ah ouais je suis dernier. Non, suivant ce qu'on prépare et suivant ce qu'on veut aller chercher, eh ben on se met dans les meilleures conditions avec les meilleures ondes positives pour y arriver. Donc je fais de la préparation mentale si la visualisation rentre dans la préparation mentale, oui. Mais après, comme tu dis, ça demande beaucoup de temps. J'ai des gens autour de moi qui font de la préparation mentale. Ça demande beaucoup de temps et malheureusement, je n'ai pas encore ce temps à y consacrer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse à tester parce que on entend beaucoup de choses. C'est comme le yoga. Il y a des choses très mystiques qu'on entend. Je pense que voilà, il faut essayer. Il faut essayer, mais comme tu dis, je pense que il y a des moments pour tout, pour pouvoir. Et est-ce que c'est le bon moment pour le faire ou non? Ça, c'est autre chose. Après, je pense que c'est important aussi la personne qui. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que
tu fais par toi-même lorsque effectivement tu décides de faire de la préparation mentale ou c'est quelque chose qui nécessite d'être accompagné par voilà, un coach en préparation mentale. Moi, je serais plus tenté de dire que ça nécessite peut-être un accompagnement pour vraiment pousser le Exact. truc. Et je pense que du coup, bah, ça suppose de trouver la bonne personne qui puisse t'accompagner pour performer. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, bon, écoute, toi, tu as une approche et je pense que la visualisation, ça en fait clairement partie parce que c'est, je pense, une des composantes. Moi, des fois, sur les fins de grosses séances où je sais que, voilà, il me reste, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais 5 km, tu vois, tempo ou quoi, en course à pied, et après en avoir fait 20 déjà, et tu te dis, ok, bon, là, tu es sur le 37e kilomètre, ton Exact. marathon, tu serres les dents, tu essayes de pousser. Tu serres les dents, tu te dis, ben ouais, je suis dans l'objectif d'être dans le 3 et je suis dans mon top 3 et j'y vais et tu essaies, voilà, tu te motives C'est et ça, ça en fait partie. c'est ça. Bon, bah écoute, on le fait alors, du coup, chacun à notre manière. Et cette visualisation, pour le coup, elle peut être fait seule. Ouais, Elle peut être fait seule. clairement, clairement. Hmm. Ok, cool. Ça marche. Bon, question suivante. Quel est l'impact physique des entraînements et l'évolution de vos performances, watts, natation, VMA, etc. Moi, l'impact physique de mes entraînements, ça a été au fur et à mesure des années, le développement un peu du haut du corps avec la natation, le fait de s'affiner de manière générale, le fait de se muscler aussi le bas du corps avec le vélo et la course à pied. Donc ça, c'est un impact physique, je pense, qui est un peu la conséquence directe d'un volume d'entraînement assez important, d'une alimentation, d'une hygiène de vie qui est tout à fait finalement propice justement à ce genre de changement. Après, en termes de watts, natation, VMA, honnêtement, j'ai pas de chiffres là de mon côté. Tout ce que je sais, c'est que d'année en année, généralement, il y a du progrès. Et au final, c'est ce que je recherche. Je cherche pas à atteindre une vitesse en particulier ou un certain nombre de watts en particulier. Ou la VMA, c'est pas une métrique que j'utilise, mais c'est en revanche ce que je vise, c'est de performer mieux sur une course donnée, que ce soit un format 73, un format Ironman, par rapport à ce que j'ai fait avant, au global. Et après, pris indépendamment, bah, naturellement, essayer de baisser mon temps en natation, de baisser mon temps en vélo, et aussi d'augmenter ma puissance à vélo. Et en course à pied, bah, un peu la même chose, baisser le temps en course à pied. Et aussi bah, essayer de ne pas avoir une approche individuelle de chacun des sports, mais essayer d'avoir une approche un peu plus holistique où, en gros, la performance à vélo ne va pas impacter négativement la performance en course à pied, ou en tout cas essayer de le minimiser. Mais pour moi, j'ai pas vraiment traqué en fait l'évolution à ce niveau-là. C'est juste à la fois en termes de ressenti. Alors si je retrouve les chiffres, effectivement, je vais être en mesure de voir qu'il y a une évolution, parce qu'effectivement, il y en a une, mais c'est pas la première métrique en fait que je regarde. Alors, moi, je suis allé chercher justement, mais j'avais fait un test Insight euh, de la méthodologie Insight qui font des tests métaboliques. Et j'avais fait ça, je crois, en 2019. Et j'avais un seuil entre le seuil de 2019 et le seuil de mon dernier test là, j'ai gagné 30 watts. Donc, ce qui est très beau. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu as dit, c'est vraiment dans le prolongement de ce que tu as dit. Au bout d'un moment, ces 30 watts, on pourrait aller chercher 50 watts, 100 watts de plus. Des cyclistes professionnels ou même des cyclistes en club vont pouvoir gagner 50 watts, 30 watts, peut-être même sur une saison. Nous, on l'a fait sur 4 ans, 5 ans. Par contre, moi, ce que je regarde, c'est la durabilité de l'effort. Et ça, avant, j'aurais pu tenir 250 watts sur une heure. Maintenant, je vais pouvoir tenir normalement, je suis à plus que ça sur un full. Donc, après, il ne faut pas regarder le test FTP, le test VMA, le test PMA. Non, c'est regarder par rapport à son activité, par rapport au type de compétition qu'on fait, la durabilité dans l'effort. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. C'est chaque année, généralement, on va normalement pouvoir voir un petit nombre de watts, parce qu'on va gagner 5 watts, 10 watts, 15 watts, mais sur des distances d'une heure et demie de plus. Et ça, c'est un gain qui est incroyable.
Donc, c'est surtout ça que moi, je regarde d'une année sur l'autre, en fait. Après, tu parlais des 3 sports. Il y a vraiment comme tu disais, c'est 3 sports. Et il faut progresser de façon holistique. Et il y a des années où tu vas peut-être mettre un peu plus le focus, ou peut-être même sans vouloir mettre le focus, tu vas gagner un peu plus sur l'un, un peu plus sur l'autre. Mais c'est savoir comment être performant sur les 3 sports. Parce que faire une natation en 1,20, si tu n'arrives plus à faire du vélo et courir, ça ne sert à rien. Par contre, si tu sors en 1,25, que tu arrives à tenir tes watts et à courir de façon optimisée, eh ben, tu as tout gagné. Sachant que les courses, elles se gagnent sur la course à pied maintenant. Donc, il faut avoir une bonne natation, il faut être performant sur le vélo, mais il faut être très fort à la fin. Parce que c'est sur la course à pied, on le voit chez les jeunes, chez les amateurs, chez les pros, chez tout le monde, c'est sur la course à pied qu'on fait la différence. À la fin, à la fin de la fin. Au bout de la fin, j'ai oublié l'expression. Au bout du bout. Mais voilà, c'est vraiment sur la dernière activité où il faut avoir encore assez d'énergie pour pouvoir dérouler tout ce qu'on a fait à l'entraînement. Donc, si on a mal géré les 2 activités d'avant, eh ben, ça ne sert à rien parce que c'est plus du triathlon, c'est du duathlon ou c'est du swim and bike ou du swim and run. Mais voilà, donc c'est une combinaison des 3. Et par rapport à ce que tu disais sur la course à pied, clairement, si je reprends mon expérience à Calmar, ce qui a fait la grosse différence, c'est que sur le marathon, j'ai pas fait mon meilleur vélo, mais j'ai fait un vélo solide. Mais par contre, sur le marathon, clairement, j'ai tenu jusqu'au bout et j'ai pas éclaté au milieu. Et ça, c'est un travail effectivement sur la durabilité. Donc, ouais, super important. Et je pense que du coup, l'évolution de la performance, ça serait un peu réducteur de prendre les données individuellement. Exact. On peut aller effectivement dans le détail, mais ce qui est super important, c'est effectivement l'ensemble et de voir d'année en année que tu es capable de produire un même effort, voire même un petit peu plus, mais sur une durée beaucoup plus longue. Exact. Allez, avant-dernière question. Quelle stratégie mettez-vous en place pour maintenir la motivation hors compétition ou alors quand on a l'impression de stagner? Alors, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure au début, c'est se réjouir des petites victoires. On a tendance à regarder trop loin. Et quand on est dans la tête dans le guidon, quand on n'arrive plus à s'en sortir, il faut vraiment prendre un peu de recul. Il faut savoir aussi, pour pouvoir aussi garder la motivation et stagner. Alors voilà, pour garder la motivation et stagner, je dirais que il faut savoir prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Et si à un moment on a l'impression de stagner, prendre du recul pour se dire pourquoi je stagne. Est-ce que le côté nutrition ça va? Est-ce que le côté repos va bien aussi? Et dans le côté performance, est-ce que j'ai l'impression de stagner à cause du manque de... Généralement, quand on a un coach, s'occupe pas de ça parce que c'est lui qui fait la stratégie sportive et la stratégie d'entraînement. Et c'est lui qui nous amène ça chaque semaine. Donc, si on a un plan d'entraînement, même si on achète un plan d'entraînement, généralement, ils sont bien faits. À moins d'être son propre coach. Toi, je n'arriverai pas à faire ça pour ma part. Mais là encore, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, je pense qu'il faut regarder un peu tous les paramètres qu'il y a autour de l'entraînement et regarder qu'est-ce qu'il y a à améliorer là-dedans. Parce que si vous êtes stressé au boulot, ça aura un impact sur l'entraînement. Parce que ça bouffe énormément d'énergie et vous aurez peut-être pas assez d'énergie pour vous reposer et donc vous ne pourrez pas faire performer. Si il y a une mauvaise nutrition au bout d'un moment et qu'il y a un gros volume, vous n'avez pas la capacité de récupérer et d'avoir des excès d'énergie pour vous entraîner. Donc tout ça, c'est un impact. Donc c'est bien de, à un moment, prendre un peu de recul et de regarder un peu ce qui se passe pour comprendre. L'autre point, de temps en temps, on se surentraîne. Vaut mieux se sous-entraîner que se surentraîner. Là aussi, les réseaux sociaux, les amis, vont nous pousser à s'entraîner plus. Il faut faire très attention à ça. Parce que en surentraînement, c'est la contre-performance. On n'arrive pas à récupérer, on a l'impression qu'on donne beaucoup, mentalement ça va pas, et c'est vraiment la dégringolade. Donc là, faire attention aussi au surentraînement. Dernière chose, et ça c'est scientifiquement prouvé, on progresse de façon, avec des paliers. On a une progression, on a un palier. Il y a toujours un palier à un moment. Bon, il faut pas que ce palier dure 6 mois, 8 mois ou un an, mais il y a des paliers de 2 mois, 3 mois pour que le corps puisse s'adapter
pour pouvoir repartir sur une phase. Donc là aussi, généralement, si on est suivi avec des coachs, ils savent planifier l'entraînement pour qu'il y ait ces périodisations afin de pouvoir supporter ces paliers avec des phases de maintenance ou de repos pour pouvoir repartir sur des nouvelles phases de training. Donc, il faut pas se décourager. C'est vrai, j'ai donné plein d'informations, il y a plein de facteurs, mais un des facteurs qu'il faut garder en tête, c'est on stagne tous un moment à cause de certains paramètres. C'est pas grave. De temps en temps, il suffit de prendre 2-3 jours de repos, d'arrêter, déconnecter, parce que ça fait du bien, et revenir avec les idées nouvelles. La dernière chose, j'ai beaucoup de copains qui, en fait, sont motivés par les courses. Moi, je n'ai jamais eu ce problème de motivation parce que c'est la progression. Et c'est comment amener les différents outils. Alors, il y a eu le lactate. Il y a plein d'innovations qui sortent depuis ces 10 dernières années qui vont comment progresser un peu plus, des petits gadgets, des petites choses. Et moi, j'adore ça. Donc, c'est vraiment l'entraînement et l'évolution de l'entraînement qui me motive. Je pourrais passer 1 an sans faire de course. Je n'ai aucun problème. Moi, le Covid, ça m'a pas dérangé. De pas faire de course pendant un moment, ça m'a pas dérangé. Je sais que j'ai des copains qui me disaient, ah non, moi, j'ai perdu la motivation. Pas moi. Moi, c'est l'entraînement et c'est vraiment voir cette capacité qu'on a à évoluer. Et ben, voilà. Voilà, je dirais, il faut revoir un peu les priorités pour arrêter d'être focus sur le chrono, sur les courses, sur les gens. Non. Laisser un peu tout ça, faire confiance au process et peut-être reprendre du plaisir parce que de temps en temps, quand on n'arrive plus, c'est qu'on prend plus de plaisir aussi. Et c'est vrai, même les pros le disent, il y a des moments où c'est leur métier, mais ils ont oublié que c'était une passion à la base parce que il y a la pression, il y a les courses, il y a l'argent, il y a le sponsor et on oublie le plaisir. Donc là aussi, peut-être, c'est retrouver du plaisir. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est pareil pour moi, la question des courses. C'est pas la motivation première. D'ailleurs, ça me fait super plaisir d'aller faire une course. Généralement, ça veut dire aussi un voyage qui va être assez cool, découvrir un nouvel endroit, vivre une expérience qui va être au top. Mais en soi, c'est pas ce qui me motive à m'entraîner. C'est vraiment comme toi, ce qui me motive à m'entraîner, c'est juste être meilleur que ce que j'ai été, essayer de débloquer un petit peu, bah voilà, de la progression dans chacun des sports. Et en réalité, il faut reconnaître, comme tu l'as très bien dit, que la progression, elle est jamais linéaire. D'autant plus dans un sport où en fait tu as 3 sports, tu vas jamais progresser à la même vitesse dans les 3 sports, tu vas jamais progresser au même moment. Pour quelqu'un qui commence, et on en parlait tout à l'heure, la progression elle va être très rapide au début dans les 3 sports parce que tu pars de rien, forcément, en y mettant un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, ça va partir assez vite. Et rapidement, tu vas quand même entraîner un certain niveau de fatigue. Tu vas avoir des limites techniques en natation. Tu vas te heurter forcément à des limites de plusieurs ordres, notamment de force en vélo et en course à pied. Bah, c'est pareil, il y a tout un tas de limites qui vont empêcher d'avoir une progression linéaire. Mais dans ces moments-là, au final, il faut aussi reconnaître que ça fait partie de l'évolution en tant que sportif et ça fait partie de la progression. C'est des étapes qui, justement, peuvent permettre de se reposer, qui peuvent permettre de mettre l'accent sur un sport plutôt qu'un autre pour justement passer un palier. Mais au final, bon, c'est plutôt, je pense, assez clair pour toi et pour moi que voilà, la motivation hors compétition, on l'a parce qu'on on essaye tout simplement de s'améliorer, d'être meilleur dans chacun des sports, de trouver des axes justement pour progresser, sans forcément se dire, OK, ce qui me motive, c'est que dans 1 mois et demi, j'ai cette compétition-là et je veux tout éclater. Puis c'est assez cool de se dire, en fait, voilà, j'ai progressé sur tel et tel aspect. Parfois, ça fait même plus plaisir que de se dire, voilà, j'ai fait tel temps sur telle course, ce qui dépend de plein de facteurs en réalité. Alors que la progression, bah voilà, c'est ton travail, tout simplement. Après, il y a des choses, j'étais en train d'y penser. On peut aussi, en restant dans notre activité, si on reste sur le vélo, on peut aller faire du gravel ou du VTT pendant 1 semaine, 15 jours. On travaille plein de nouveaux muscles, on est dehors, on change de notre position, les watts, la vitesse.
De temps en temps, ça se réduit à ça, juste aller courir pendant plusieurs fois et enlever la montre. Bon, pour la natation, c'est différent. Quand on est en piscine, si à la rigueur, on a la possibilité d'être en open water et tout, voilà, voilà, ça change un peu. Mais je pense que en course à pied et en vélo, il y a aussi plein de choses qu'on peut faire. Si on a des gens, bah, si vous avez du trail à côté, c'est aller courir, mais en changeant l'objectif. C'est aller prendre du plaisir dans la montagne. En plus, on est dans un cadre, si on fait du trail, eh ben, on perd tous nos codes. Parce que il y a plus le code de vitesse, il y a des montées, il y a des descentes. On n'est plus du tout sur les mêmes paces. Et le fait de ne plus avoir ces repères nous sort un peu de notre mood, oui, compétition, performance et tout ça. Et je pense qu'avec le vélo, le gravel, le VTT aussi, ça peut aussi nous déconnecter un peu ouais, c'est surtout ce mood. Rester dans le mood compétition, qui peut, au bout d'un moment, ça peut agacer les gens, ça peut nous fatiguer. Et c'est vrai il faut trouver des petites astuces pour un peu mettre un peu de joie, si on peut dire ça. Ça se résume à rien, mais voilà, il faut trouver son petit truc. C'est ça. Et allez, dernière question, qui est un peu liée en un sens. Comment gérer les moments de doute à mi-parcours d'une course, surtout sur Ironman, et que la fatigue devient intense? Alors, les moments de doute, faudra savoir ce qu'on entend par moment de doute. Perso, j'ai jamais douté sur la course que j'allais la finir. Je peux douter sur en combien de temps je vais la finir, parfois. Mais j'ai clairement, bah, peut-être au Texas, j'ai pas non plus douté que j'allais pas la finir. Là. Mais c'était clair au moins. C'était clair, il n'y avait pas de doute. Mais je pense que c'est plutôt... Enfin, moi, la question, je l'entends plutôt comme... Enfin, voilà, t'arrives effectivement... vers la fin du vélo, début du marathon, t'es plié et tu as besoin en fait de te maintenir motivé pour aller chercher la perf ou pour continuer ton effort. Je sais pas si j'ai vraiment un mécanisme en place pour ces moments-là, parce qu'en réalité, à partir du moment où je vais sur une course, l'idée c'est quand même de performer au max. Alors, tu n'as pas toujours la même motivation. Il y a des courses sur lesquelles tu es plus motivé que d'autres. Il y a des courses qui te conviennent davantage en termes de parcours que d'autres, en termes de météo que d'autres. Donc, il y a tout un tas de facteurs aussi qui vont influer, qui vont probablement avoir un impact sur ton ressenti à ce moment-là. Mais si c'est vraiment quelque chose qui est juste lié à la fatigue, généralement, moi, je vais me dire que c'est quelque chose qui fait partie de la course. C'est quelque chose auquel je m'attends. Je m'attends à ce qu'il y ait un moment de la douleur dans la course. Je m'attends à ce qu'il y ait de la fatigue qui s'installe. Je m'attends à ce qu'il y ait un certain degré d'inconfort. Même sur la course où j'ai fait mon meilleur temps, que ce soit sur 73 ou sur Ironman, à un moment donné, ça fait toujours mal. C'est juste, en fait, l'idée de trouver la force de contenir. Ouais, et ça prend des ressources mentales aussi, parce que c'est pas juste la ressource physique. Au bout d'un moment, enfin, nerveusement, ça devient difficile à tenir aussi parfois. Et je pense que c'est vraiment trouver la ressource pour accepter la douleur et surtout accepter de la subir pendant encore un moment, alors que le corps t'envoie tout un tas de signaux pour te faire ralentir ou parfois même te faire arrêter. Donc là, c'est... alors moi, je crois pas au truc, ouais, il faut te rappeler pourquoi tu as commencé ça. Je trouve que c'est un peu de la Non, flûte. ça c'est dans les films. C'est dans les films. Mais perso, il y a plusieurs facteurs. Déjà, j'ai pas envie de me décevoir. Ça, c'est la première chose, parce que je sais ce que j'ai fait pour en arriver là. En termes d'entraînement, en termes de... alors, c'est pas de sacrifice, mais c'est en termes de choix. Parce qu'à la place de m'entraîner, j'aurais pu faire autre chose. À la place d'être là sur la course, j'aurais pu faire autre chose aussi. Donc ça, c'est des choses qui ont une certaine importance. Les gens qui m'accompagnent, qui me supportent aussi, j'ai pas non plus envie de les décevoir. Donc c'est à plusieurs niveaux. Et j'ai surtout envie en fait de finir le travail que j'ai commencé. Donc ça, c'est aussi un trait peut-être de caractère où il y a des gens, ils n'ont pas vraiment de difficulté à arrêter un truc à mi-chemin. Ça va pas non plus les gêner, et c'est très bien. Moi, si je fais ça, ça va me saouler. Et le coup du Texas, c'est un truc qui m'a gêné un petit moment, parce que voilà, ça fait pas partie de mon approche. Donc je pense que ça dépend vraiment des gens.
Il y a des gens qui vont peut-être avoir des mécanismes psychologiques en place pour justement essayer de pousser lorsque ça devient difficile. Moi, c'est plus un état d'esprit et puis au-delà de ça, une volonté vraiment de pas arrêter un truc à moitié, et de pas décevoir aussi moi d'abord et les autres après. Les doutes, ils sont normaux. À un moment de la course, on doute tous parce que la fatigue s'installe. Et à partir de ce moment-là, c'est normal que les doutes viennent. Maintenant, il faut savoir hacker un peu son mental. Je pense que les pros sont très forts là-dedans. Ça revient à la préparation mentale. Je pense que ça nous aide à hacker notre mental aussi des fois. Une petite astuce, c'est de jamais regarder. Bon, bien sûr, rester sur le moment présent, mais ne jamais regarder ce qui reste à faire. Toujours regarder ce qu'on a fait déjà. C'est toujours mieux de dire ah ouais j'ai fait tout ça qu'il me reste tout ça. Parce que quand on est fatigué, là ça met un coup de massue supplémentaire. En restant sur le hacking, j'ai tendance à couper les portions. Donc les 40 km, pour moi, c'est pas 40 km, c'est 4 fois 10 km. Et quand je suis fatigué, c'est 10 fois 4 km. Mine de rien, ça joue beaucoup. Après, pour reparler des doutes, je pense qu'on a tous des doutes. Maintenant, si on a une bonne préparation, ces doutes arrivent souvent à quel moment? Quand on est fatigué et quand on voit les autres nous dépasser. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui vous dépasse, elle va peut-être mourir de fatigue. Hein. Ouais, non, mais voilà, on souhaite à personne de mourir réellement en compétition, mais 10 km après. Parce que elle est peut-être en sureffort. Et elle, son coup de mou, elle va l'avoir peut-être 1 heure après. On a tous des coups de mou, on a tous des phases. Et c'est pour ça il faut pas regarder les autres et il faut rester confiant de ce qu'on a fait, de ce qu'on a préparé. À moins d'avoir un défaut le jour J, si on est dans nos paces, dans nos watts, dans notre préparation par rapport à ce qu'on a cadré, il y a des moments qui vont fluctuer niveau mental, mais tout est en ordre. Le train est en marche et il ne s'arrête pas. Si, dans les doutes, il vient un peu trop de fatigue, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de dire ralentissez un peu. Moi, je sais une des choses que je fais, c'est que à plusieurs moments, en vélo, en course à pied, en natation, c'est difficile, c'est que le ressenti, mais je me refais un check en disant, OK, est-ce que là, à ce wattage et d'où tu te sens encore le tenir? Si à un moment, on doute un peu, vaut mieux baisser de 5-10 watts, parce que rien que 5-10 watts, c'est énorme, pendant un petit moment, le temps de supporter moins l'effort et de repartir, que de résister et de péter. C'est des petites choses que on doit vivre. Ça, c'est bien, parce que quand on a les simulations de course, c'est bien de pouvoir vivre tout ça. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que pendant pleine prépa et pendant les simulations de course, on est généralement beaucoup plus fatigué que le jour J. Et que le jour J, même en étant plus en forme, on se sent plus fatigué parce que le stress personnel, le stress de la course, le stress du résultat qu'on s'est mis en tête, sur lequel on veut performer, nous amène un stress en plus de la course qui est énorme, en plus du stress physique. Il faut arriver à faire abstraction de tout ça. Ce qui va arriver, va arriver. C'est difficile. Mais tant qu'on est dans les zones, il faut croire à ce qu'on a fait et continuer. Et chacun aura son moment de doute. Une course, chez les pros, c'est 7h30. Il y en a, c'est 17h, c'est 16h. Mais tout le monde a des coups de mou. Et après le coup de mou, revient le coup de boost. Il faut, pendant le coup de mou, garder la force, garder le mental, et ça va repartir. Ça repart toujours. Ça repart toujours. Je ne sais pas si on est arrivé à répondre, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Vraiment, c'est une réponse sur lesquelles on pourrait aller sur vraiment le facteur physique, le facteur mental, les doutes par rapport aux autres. Je pense qu'on a donné quelques pistes. Je sais pas, mais je sais pas si tu vois autre chose. Non, je pense que t'as été super complet et je pense qu'en réalité, le fait d'avoir une prépa solide et le fait d'arriver là-bas en sachant qu'on a eu une prépa solide, on n'est pas, voilà, on n'est pas malade, on n'est pas limite sur le volume qu'on a fait, sur les intensités qu'on a travaillées. Et surtout, on a des objectifs qui sont en ligne avec la prépa qu'on a eue. Ça permet quand même de passer au-delà de ça. Et lorsqu'effectivement, on peut voilà, douter de peut-être est-ce qu'on va réussir à maintenir
un rythme ou un objectif, je pense qu'à ce moment-là, la chose la plus rassurante, c'est de revenir au basique et de se dire qu'on a fait le travail, la prépa était là, donc il n'y a plus qu'à exécuter et accepter finalement que ces doutes-là et ces moments un petit peu de moins bien font partie du process. Et comme tu as dit, à un moment donné, si on pousse suffisamment, ça va revenir et on pourra arriver jusqu'à la fin. Exact. Bon, on arrive au bout des questions qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup Seb, franchement c'était cool de faire cet épisode avec toi. Si tout se va bien, on se reparle dans un mois pour le 3e épisode. Il faut qu'on trouve un nom pour cette série-là, parce que moi j'avais mis Triathlon Chat avec Seb, mais bon, je pense qu'on peut trouver mieux. Nous on va faire l'exercice et on peut aussi laisser les gens nous proposer quelque chose. On peut voir ce qui ressort d'intéressant. Clairement, n'hésitez pas si vous avez en commentaire des noms à nous suggérer pour cette série-là. On est preneurs. Mais en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager. Mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.